Chacune des 14 lignes de notre bon vieux métro présente son particularisme. Le point remarquable de la ligne 5 Pantin-Italie, c'est juste après le grand viaduc d'Austerlitz, là où les rames Sprague transpercent le bâtiment monumental de la gare d'Orléans, comme on l'appelait encore après la dernière guerre, plus couramment en tout cas que Paris-Austerlitz. Paris-Austerlitz. Dès les années 20, ce fut la première gare parisienne passée au tout électrique. Tout ce qui venait ici portait pantographe, et l'ensemble offrait alors un panorama complet de la première génération du nouveau mode de traction. Les BB1 à 80 manœuvraient inlassablement, les Z 4100 déversaient leur flot de banlieusards à intervalles réguliers. Et, à tout seigneur, tout honneur, les 2D2 régnaient sans partage sur le service Grande Ligne. Moins connu mais résolument historique, parce qu'issu du 600 volts du début du siècle, les bébés monocabines dites métadines assuraient encore les remontes des rames Grande Ligne. Tout comme cette BB 291, obtenue par transformation d'un fourgon automoteur de banlieue. Si les 2D2 représentaient le haut de gamme, la BB prototype 0401, future 8001, symbolisait alors le summum de la modernité. Rien n'était trop beau, ou plutôt trop dur pour elle, comme les longues distances et le fort tonnage de l'express de la Tour de Carole. Bref, en cette année 1947, on trouvait une diversité, mais aussi une animation, qui faisait assurément d'Austerlitz la victoire du 1500 volts. Côté coulisses, au dépôt d'Ivry, les vaporistes pouvaient encore se consoler, toute la journée durant, de part et d'autre du pont transbordeur. Le coucou sans âge s'activait dans cet univers dominé par les 2D2 des diverses sous-séries.
Dominé mais pas monopolisé. Dans ce sanctuaire des poids lourds de la grande traction se glissait une poignée de locomotives mixtes. À chaque famille, sa mission. Pour les bébés, les courtes distances. Pour les 2D2, les trains-drapeaux aux compositions interminables, une tradition au sud-ouest. Un sud-ouest au sens large, tel que l'avaient dessiné les anciennes compagnies. Ainsi, on n'oubliera pas que le Thermal Express est un héritage de la Compagnie d'Orléans. Mais pour l'heure, nous nous dirigerons vers la voie 21, où nous attend la rame du rapide 1001 pour Toulouse. À l'époque, un voyage était un événement. Employés et voyageurs, tout un petit monde s'activait sur le quai et il s'en trouvait toujours quelques-uns qui n'auraient manqué pour rien au monde l'instant décisif de la mise en tête. Et c'est un beau programme qui s'annonce pour la 2D2 503. Châteauroux, Limoges, Uzerche, Alassac, Brive, Souillac, Gourdon, Cahors, Caussade, Montauban et Toulouse. À 8h10 précise, débute le long parcours de 713 km. Très vite, la belle 2D2 laisse la banlieue derrière elle, mais dans les étendues beauceronnes qui font suite à la rampe de Guillerval, le trafic reste intense. Il faut ravitailler Paris. À l'extrémité du tronc commun, voici les Aubrais. Au triage, qui vient d'être remis en état après les mutilations de 1944, les locomotives de but méritent l'étape à elles seules. Même si nul n'aurait imaginé, lorsque furent tournées ces images, que quelques-unes d'entre elles atteindraient le XXIe siècle.
Emprise gigantesque, univers secret, et donc fascinant pour l'observateur. Mais ce n'est peut-être pas précisément ce qu'en pensaient les agents du débranchement. Le métier n'était pas de tout repos et, de plus, on était astreint au 3-8. Les wagons ne resteront pas longtemps livrés à eux-mêmes. Et, sur le faisceau de départ, ils trouveront des 141 TB, des BB 1 à 80 et d'autres encore pour les tirer de là. Quelques centaines de mètres plus loin, nous retrouvons la Grande Ligne et la gare voyageurs reconstruite en provisoire. Retour à notre rapide 1001, qui va quitter ici l'artère maîtresse de Bordeaux pour se diriger vers Vierzon. Mais il tardera à prendre de la vitesse. La reconstruction du viaduc sur la Loire s'achève à peine et il reste à poser les voies et à dérouler les caténaires. 3 ans après la Libération, c'est encore sur le pont provisoire et à la vitesse d'un homme au pas que le rapide de Toulouse traverse le plus long fleuve de France. Quelques jours plus tard, heureusement, tout rentrera dans l'ordre. Au kilomètre 263, le rapide entre en gare de Châteauroux. Ici, comme un peu partout, il reste encore des gravats. Mais la vie n'a pas tardé à reprendre le dessus. Déjà, notre 2D2 503 reprend son chemin, dans un environnement plus vallonné, annonciateur du Massif central. Et au franchissement du viaduc lancé sur la vallée de la Creuse, on pourrait dire que le train s'envole, s'il n'y avait pas cet énième ralentissement. Motif ? L'une de ces innombrables voies uniques temporaires, caractéristiques d'une époque où les hommes de la voie devaient intervenir partout à la fois. Un chantier parmi tant d'autres, mais aussi une petite gare comme toutes les autres, c'est-à-dire grouillante de vie.
PK 367. Le 1001 traverse la gare de Saint-Sulpice-Laurière au ralenti, nous laissant le temps d'apercevoir le parc du district Voie et surtout les 141 B qui relaient au dépôt entre deux trains de la transversale de Montluçon. Enfin, à très exactement 400 km de Paris, voici Limoges. Électrique, vapeur, autorail. Le dépôt est bien garni. Et sur les voies principales, ça n'arrête pas. Comme on le dirait ailleurs de la cathédrale, c'est la gare monumentale des Bénédictins qui domine la ville. Et c'est là que convergent toutes les lignes du réseau urbain, même si les jours des motrices à deux essieux sont comptés face au triomphe des trolleybus. Autre image d'une mutation plus qu'amorcée. Dans la gare locale de Montjoly, tout paraît figé. Mais les chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne ne renieront leur raison sociale qu'un peu plus tard. Les trams roulent encore, même si la concurrence est déjà bien installée. La conclusion surviendra en 1949, dans l'indifférence générale. Qui se souvenait encore que ce réseau avait été l'un des pionniers du monophasé. D'une caténaire, l'autre. Retour au traditionnel 1500 volts, sur lequel la 2D2 va fortement tirer pour arracher une nouvelle fois son train. « 60 km plus loin, le traditionnel arrêt d'Uzerche nous permettra de jeter un rapide coup d'œil à une petite merveille. L'autorail de Dion-Bouton du P au Corrèze qui vient d'arriver de Tulle. À la faveur d'un nouveau chantier de voie, rencontre à faible vitesse avec une sœur de notre 503. Puis les eaux claires de la Vézère annoncent l'imminence de l'arrivée à Brive. Centre, comme Limoges, d'une étoile ferroviaire à 6 branches, Brive rassemble elle aussi un échantillonnage complet du parc de l'ancienne Compagnie d'Orléans.
Pendant l'arrêt, la caméra s'est attardée sur le rituel des longs parcours, côté technique, puis côté voyageur. Mais elle s'est retournée à temps sur un véritable objet rare. La CC-6001, prototype livré l'année précédente au titre de la section accidentée Brive-Montauban. Celle-là même sur laquelle la 2D2 503 va s'engager. La sous-station de Souillac, encore immaculée, nous rappelle que cette section Brive-Montauban vient juste d'être électrifiée. Ce fut l'un des rares grands chantiers des années d'occupation. Mais l'œil du voyageur prêtera sans doute plus d'attention au paysage du Quercy. À gauche, une 130. À droite, l'inévitable bébé. À Cahors, une fois encore, les machines de la radiale cohabitent avec celles des voies uniques affluentes, ici vers Cap-de-Nac et vers Libos. Autre cohabitation de plus en plus fréquente. Celle du matériel d'origine PO avec les bébés Midi. Nous sommes désormais tout proches de la limite des deux anciens réseaux. Enfin, voici le bout du voyage pour le rapide 1001. L'ADX de Carmaux est prêt à relever la correspondance, tout comme la bébé Midi, vers Tarbes, Foix ou Sète. Dernier regard sur une traction vapeur bien présente, mais on ne se fiera pas aux apparences. Dans le domaine de l'ancienne compagnie du Midi, le pantographe de la 2D2 ne s'abaisse que pour passer le relais à une autre boîte à ozone. Et du côté de Béziers, c'est une enfant du pays, la BB 4206, qui va nous conduire sur un tout autre genre de radial. Au premier tour de roue, l'environnement reste celui du grand chemin de fer, avec notamment les ateliers face auxquels des centaines de wagons attendent d'être remis en état. Mais à Bédarieux, cette 240 TA annonce la montagne. Et la bifurcation de Tournemire achève de nous situer. Nous sommes sur la ligne des Causses. Au pied du Larzac, la rame de voitures archaïque se présente en garde-mille. Contraste entre la façade encore criblée d'impacts de balles et l'arrivée du quart des gorges du Tarn qui symbolise le retour d'une certaine douceur de vie.
Après quelques minutes seulement, l'omnibus reprend sa route vers l'Auvergne, sous les supports en ogive caractéristiques des tronçons qui ont un temps connu la double voie. Sèvrac-le-Château. Même si elle a déjà perdu beaucoup de sa superbe, la gare conserve encore une certaine activité, comme le montre le nombre de voyageurs en correspondance pour Rodez qui termineront leur voyage derrière une 240 TA. Encore plus loin vers le nord, ce sera la vue plongeante sur Marvejols, puis la gare aujourd'hui désertée de Saint-Sauveur-de-Peyre, où nous attend une deuxième 4200. À l'endroit précis où cessent les plus fortes rampes, l'adjonction de ce renfort est paradoxale, et il ne peut s'expliquer que par des motifs de roulement. Cette thèse se confirmera à Saint-Flour, où la 4200 de tête nous fausse compagnie. Puis, c'est le départ pour Neussargues, après un bref regard sur la manœuvre qui s'effectue sur l'amorce de l'ancienne ligne de Brioude. Enfin, voici Neussargues, où s'interrompt la seule caténaire du Massif central. La BB 4206 n'ira pas plus loin. Ici, nous assisterons dans un premier temps à l'arrivée de l'ADP de Bort-les-Orgues, avant de prendre la direction d'Aurillac avec l'un de ses frères. Après avoir laissé sur sa droite la ligne de Bord, l'autorail commence à s'élever au-dessus de la vallée de la Lannion. Au dépôt d'Aurillac, on se doit de saluer les 141 TA, reines du rail auvergnat. Mais notre voyage vers Brive reprendra avec un ADX, affublé d'une voiture du parc en guise de remorque, selon une pratique courante de l'époque. À Brive, nous retrouvons la caténaire, mais aussi d'autres autorails Renault. Sur la voie contiguë, on reconnaît un ABJ et, plus rare, un ABV se présente à l'arrivée. Il s'agit de l'autorail express Bordeaux-Clermont-Ferrand, ancêtre du Ventadour, que nous allons accompagner sur la partie haute de son itinéraire.
C'est après le rebroussement de Tulle que débutent les choses sérieuses, avec l'ascension d'une longue rampe de 25 dans le vacarme du V12. À l'arrivée à Ussel, nous abandonnerons l'ABV pour nous projeter 20 ans plus tard. Côté moderne, les matériels unifiés se sont imposés. Et côté classique, si la vapeur reste bien présente, le mélange des genres montre que les frontières des anciens réseaux tendent à s'effacer. Les Mikado, d'origine PLM, commencent à s'immiscer dans le territoire de prédilection des 141 TA. Et entre les deux familles de montagnardes, on remarque même des mariages que l'on aurait considérés voici quelques années à peine comme de véritables mésalliances. Retour aux années d'après-guerre, et dans un tout autre cadre géographique. Vitry-sur-Seine, petite ville de la banlieue sud, est aussi un haut lieu de la technique ferroviaire. À l'extérieur de la station d'essai, le Tender 30R pourrait paraître abandonné. Mais la fumée qui s'élève au-dessus de l'austère bâtiment vient contredire cette impression. À l'intérieur, la 141R 1056 est mise à l'épreuve. Le cinéaste qui a eu la chance de se présenter sur les lieux n'allait évidemment pas lésiner sur la pellicule.
Paris-Austerlitz. Parmi les temps forts d'une journée de la Grande Gare, il y a les prémices du départ du train-drapeau de la région sud-ouest. Le rapide numéro 1. En tête de la composition, la présence de voitures Pullman souligne le prestige de ce train. Mais pour le conducteur électricien, le confort n'était pas encore à l'ordre du jour. À 8 heures précises, la 2D2 5548 arrache sa longue rame. Sur les 120 premiers kilomètres du parcours, le voyage rappellera celui que nous avons accompli avec le 1001 jusqu'aux Aubrais, où nous obliquerons vers l'ouest en direction de Tours. Dans l'immensité de la plaine, ce n'est pas le paysage qui retiendra l'attention de l'observateur, mais plutôt quelques points remarquables, tels le dépôt de Saint-Pierre, ou encore, après la traversée de la Loire, cet incroyable alignement de matériel victime des récents événements. De part et d'autre de la gare de Poitiers, le triste spectacle des quartiers en ruine sera vite récompensé par l'impression beaucoup plus favorable que produit le fourmillement du dépôt des locomotives. Et après un nouvel intermède campagnard de 113 km, nous retrouvons à Angoulême l'image d'un chemin de fer en pleine activité.
Enfin, à 580 km de la capitale, voici Bordeaux-Saint-Jean, avec sa gare monumentale qui était tout l'inverse d'un terminus, puisqu'il s'agissait en réalité de la tête de ligne pour la Compagnie du Midi qui l'a construite. Tête de ligne aussi pour les tramways de la CGFT. Tête de ligne encore pour tout un édifice de trains régionaux où l'on pouvait alors trouver de véritables raretés. Telle cette voiture articulée à 2 caisses sur 3 bogies, telle aussi cette 030 TX à la genèse plus que mouvementée. Outre l'inévitable coup d'œil sur le dépôt, on s'attardera un instant sur ses manœuvres à l'ancienne, avec le chariot transbordeur qu'allait bientôt condamner l'inexorable allongement des wagons. Jusqu'à ce que notre grand rapide reprenne sa route vers le sud, vers cette Espagne dont, en ce temps-là, la frontière ne s'en trouverait qu'à regret. C'était hier, c'était il y a très longtemps.